Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Face aux jeunes sur Cannes-les-Reims TV, canal 30, diffusée sur nos opérateurs Orange, Bouygues Télécom, Free et SFR. Nous avons l'immense plaisir et honneur aujourd'hui d'accueillir une personne marquante pour notre région et également une forte présence sur la scène nationale. Madame Alexandra Borchio. Bonjour. Alors nous sommes effectivement enchantés de vous recevoir. Vous êtes une voix influente à l'échelle nationale et porte-parole locale au Palais du Luxembourg. Donc vous portez là-bas les préoccupations de notre territoire. On va passer à peu près 3/4 d'heure ensemble avec donc des jeunes qui vous écoutent attentivement et qui ont préparé des questions dans lesquelles on aura vos réponses avec beaucoup d'attention. Alors votre engagement en témoigne, il est très, très important, mais vous êtes aussi toujours impliqué dans la vie locale. C'est-à-dire que vous conciliez des responsabilités nationales, mais également locales, voilà, au sein de nos communautés. Donc on va un petit peu détailler tout ça au fil de cette émission. Oui, effectivement, vous avez un parcours riche qui témoigne véritablement une volonté constante de vous investir pour le bien commun. Dans vos premières expériences, au final, qui étaient locales, jusqu'à votre rôle aujourd'hui au Sénat, vous faites entendre la voix du citoyen. Et aujourd'hui, nos jeunes étudiants du BTS Communication du CFA académique et du lycée Bristol ont envie de vous interroger sur votre parcours multifacette. Alors je précise que le but de cette émission est de parler de politique sans faire de politique politicienne, comme on dit. L'idée c'est de faire œuvre de pédagogie, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, et définir un peu qu'est-ce que sont toutes vos missions, qu'est-ce que c'est qu'un sénateur par rapport à un député. Parfois il y a des notions qui sont un peu floues, des concepts à connaître pour tout le monde. Alors justement, pour découvrir votre parcours, vos motivations, votre vision de l'avenir, on va laisser place à nos jeunes et on va commencer par Margot. Alors bonjour Alexandra Borchio, vous êtes sénatrice et c'est un honneur pour nous, étudiants, de pouvoir échanger et partager quelques moments durant cette émission avec vous. Avant toute chose et pour notamment nos jeunes téléspectateurs, qu'est-ce qu'un sénateur ou une sénatrice ? Alors, il s'agit d'une personne faisant partie d'une des deux chambres du Parlement. Son rôle est un peu celui du sage. Il s'agit de discuter, d'étudier et voter des lois importantes pour le pays. Les sénatrices et sénateurs représentent les citoyens et s'assurent de la justesse des lois et de leur bonne adaptation à tous. Ces personnes travaillent en groupe afin de prendre les meilleures décisions sur des sujets comme l'éducation, la santé, l'environnement ou encore l'économie. Mais attention, il ne faut pas confondre sénateurs-sénatrices avec les députés. En effet, leurs rôles ne sont pas les mêmes. Ils n'ont également pas le même mandat. Un sénateur est élu pour une durée de 6 ans par le collège de grands électeurs, qui sont un peu les grands sages de l'histoire, tandis qu'un député reste en fonction 5 ans et est élu via les élections législatives. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les sénatrices et les sénateurs, je vous laisse profiter de cette rencontre entre vous, Alexandra Borchio, et nous, étudiants à ICANN. Voilà, merci Margot. Alors je vais vous demander maintenant, si vous le voulez bien, de vous présenter, de vous pitcher en 1 minute. Voilà, alors c'est un petit défi que je vous lance, un premier défi. Très bien. Je m'appelle Alexandra Borchio-Fontin, je suis donc sénatrice des Alpes-Maritimes et je siège également au département. Je suis donc conseillère départementale des Alpes-Maritimes. J'ai une casquette dans les Alpes-Maritimes plutôt économique puisque je préside Côte d'Azur France Tourisme qui est l'agence d'attractivité, l'agence de promotion de la Côte d'Azur dans le monde. Et au niveau national, je siège donc à la commission culture, éducation et sport. Donc je traite un peu plus, quand je suis au Sénat, de sujets un peu plus sociaux aussi liés à la santé. Donc ça me permet par cette pluralité de couvrir tout un tas de sujets, de pouvoir m'investir dans les sujets qui me tiennent à cœur. À titre personnel, je suis maman de 2 enfants qui ont 14 et 16 ans, donc un garçon en 4e et une fille en première, donc je suis aussi mère de famille. Et puis j'aime aussi l'engagement bénévole au-delà de mes activités politiques et personnelles. Je suis marraine d'une association pour enfants malades qui s'appelle l'association Adrien
Et j'essaye depuis près de 15 ans maintenant d'accorder un peu de temps pour justement essayer d'aider les enfants malades et leurs familles. D'accord, très bien. Bravo, merci. Merci beaucoup. On précise peut-être aussi, si je peux me permettre, que vous avez été journaliste par le passé. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce qui m'a menée à la politique. C'est que j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans une radio qu'un certain nombre de personnes d'ici doivent connaître, puisqu'on va la nommer, elle s'appelle Kiss FM. J'ai présenté donc durant une dizaine d'années les flashs d'information, notamment le matin. Puis j'ai continué à travailler en fait jusqu'à ce que je devienne sénatrice. Donc voilà, j'ai étudié d'ailleurs à l'université pour devenir journaliste. Et puis à force d'interviewer des hommes et des femmes politiques, on m'a fait des propositions de rejoindre une équipe. Je me suis investie de plus en plus, ce qui m'a menée en 2020 à privilégier finalement cette carrière politique à cette carrière journalistique. Très bien. Eh bien, nous allons approfondir un petit peu tous ces points Exactement. dans les instants qui viennent. Alors justement, donc, on a dit tout à l'heure en introduction qu'il y avait une assemblée de jeunes qui va vous poser, donc tour à tour, des questions. Alors selon plusieurs thèmes, donc le sommaire de cette émission est qu'on va avoir en tout 7 parties. Okay. 7 séries de questions avec donc qui vont aborder votre parcours personnel, professionnel, vos carrières professionnelles. Au niveau local, au niveau et national. bien entendu. Voilà, c'est parti, je pense. Allez. On va pouvoir lancer la première partie avec notamment donc Léane, Mathilde, Mina, Marine, Alexia et Candice. Alors, dans cette première partie, nous allons parler de votre parcours politique et de vos différents engagements, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Bonjour, comment êtes-vous entré en politique et Quand avez-vous eu l'idée de vous lancer en politique ? Alors, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai été journaliste à la radio, donc à force aussi de fréquenter le personnel politique, parce que je les interviewais. Un homme politique m'a proposé de m'engager à ses côtés, donc c'est comme ça que je me suis lancée en 2008, donc j'avais, je crois, 26 ans. Et donc je travaillais toujours à la radio en tant que journaliste et j'ai choisi d'être conseillère municipale. Donc vous savez, quand il y a des élections municipales, on vote en fait pour ce qu'on appelle une liste, c'est-à-dire un groupe de personnes, puis après ce groupe de personnes va élire le maire. Donc voilà comment je suis arrivée dans la politique par ce biais-là. Et puis à force de m'engager en politique, ça a pris le pas, comme je vous disais tout à l'heure, sur ma carrière. Donc j'ai réduit mon temps de travail jusqu'à ce qu'on me propose de rejoindre le Sénat, enfin de me présenter en tout cas aux élections sénatoriales. C'est une fonction qui occupe tellement de temps que c'est très difficile de conjuguer avec une vie professionnelle si on veut bien faire son travail et qu'on veut honorer le mandat qui m'a été confié. Donc voilà comment je suis arrivée dans la politique. Mais il y avait déjà une velléité au départ ou... Pas forcément. Quand on est journaliste, on traite aussi de tous les sujets. Donc, je m'intéressais autant aux sujets économiques, de santé, de sport ou de politique. Mais disons que voilà, c'est une rencontre de la vie, un hasard. Et puis, quand on rentre dans les coulisses de la gestion d'une commune, c'est plutôt intéressant. Beaucoup de gens, parfois, arrivent là un peu par hasard comme moi et puis finalement se prennent au jeu. Donc voilà, comme quand je m'engage quelque part, c'est vrai que j'aime le faire à fond. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Et puis, on m'a fait confiance, on m'a fait des propositions de responsabilité que j'essaye d'assumer au quotidien. Donc ça s'est fait un peu, on va dire, naturellement. vos convictions initiales ont-elles déjà été bousculées ou remises en question ? Pas vraiment. Alors on apprend tous les jours, on apprend de ses erreurs et on se remet en question. Et le doute fait partie, à mon sens, de l'élévation de chaque individu. Mais quand même, le fondement des valeurs dans lesquelles j'ai été éduquée et mes propres valeurs aussi font que je n'ai jamais véritablement changé du tout au tout. Par contre, dans le cadre de l'examen, par exemple, des lois qui sont faites notamment au Sénat, le fait de travailler un sujet en profondeur, alors que parfois on a des a priori sur certains sujets, et c'est comme tout à chacun, quand on apprend à en connaître les détails, parfois on peut changer notre vision ou disons mieux la comprendre, mais sinon j'ai jamais trahi mes convictions ni véritablement changé. J'ai toujours défendu des combats, même quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais déléguée de classe, etc. Et on va dire que globalement j'ai toujours été quand même fidèle à moi-même. Votre carrière journalistique vous a-t-elle déjà été utile dans le choix de vos missions actuelles ? Je crois que chaque expérience de la vie, de toute façon, fait grandir et nous sert. C'est assez étroitement lié, le journalisme et la politique, puisque on traite tous les deux finalement de l'actualité. Et on la raconte et on l'explique. Donc quand je suis à la tribune du Sénat, parfois je me demande si j'ai pas un casque et un micro et que je raconte pas un peu la même chose que je racontais avant. Évidemment, le journalisme impose une neutralité, alors que dans la politique, on est là justement pour défendre notre famille politique et défendre un point de vue et des convictions. Donc c'est peut-être là la différence. Donc je me dis peut-être que si je suis arrivée à la politique, c'est que j'avais besoin de passer à l'étape d'après, de dire ce que je pensais et de pouvoir aussi modifier la loi, en présenter aussi.
Donc évidemment, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris. Déjà, le journalisme permet aussi d'avoir beaucoup de réseaux, puisque tous les jours, on va sur le terrain faire des reportages. Et donc, ça m'a permis quand même de rencontrer le tissu économique, social et sportif des Alpes-Maritimes. Et puis après, d'un point de vue peut-être technique aussi, j'ai fait pendant 10 ans de la présentation d'informations à la radio, donc de l'antenne. Donc on apprend aussi à parler et ça peut rendre service aussi quand après on doit faire des interventions oratoires, notamment dans l'enceinte de l'hémicycle. Donc probablement que ça m'a aidé en tout cas à avoir une meilleure diction. Pourquoi avez-vous choisi de devenir sénatrice et quelle a été votre expérience la plus marquante en politique? Alors, on m'a proposé donc de me présenter aux élections sénatoriales. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce mode de scrutin. Alors, nous, on n'est pas élus au suffrage universel direct comme les députés qui sont élus par les électeurs. Nous, on est élus, ça a été dit tout à l'heure, par un collège de grands électeurs qui sont en gros les élus, c'est-à-dire les maires, les conseillers municipaux, les adjoints au maire et les élus de ce département. Donc on s'est présenté sur une liste, j'ai accepté parce que j'ai trouvé que le challenge était très intéressant. J'ai toujours voulu faire de la politique nationale, puisque quand on fait de la politique nationale, on réagit et on essaye on examine et on essaye aussi parfois de faire changer la loi. Donc ce travail national qui est proposé aux législateurs, qu'on soit député ou sénateur, m'a séduit. Donc j'ai accepté de me présenter à cette élection et donc c'est ce qui a fait qu'en 2020 j'ai été élue sénatrice des Alpes-Maritimes. Donc voilà comment je me suis retrouvée sénatrice et c'est une fonction que j'exerce donc au quotidien et qui me passionne. Donc voilà, je suis ravie de ce choix parce que parfois on fait des choix et on ne sait pas vraiment, on sait que quand même la politique est un milieu particulier, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, voilà, là j'entame ma 5e année de mandat et je suis toujours aussi passionnée chaque matin quand je me lève par les missions qui me sont confiées. Donc je me dis que j'ai fait le bon choix. On a une préparation d'ailleurs quand on est élu. Alors pas du tout. Du jour au lendemain. Non, on se retrouve du jour au lendemain, les législateurs. Donc certains ont déjà fait du droit avant, il y a des gens qui ont été avocats ou qui sont et encore en fonction de quelle spécialité on a, c'est pas toujours du droit public. Mais non, on n'est absolument pas préparé. Après, étant donné que la plupart des sénateurs, à la différence des députés, ont eu un mandat local avant. Donc parce qu'au Sénat, on est quand même la chambre des collectivités, donc on est quand même spécialisé dans des textes qui visent à améliorer les collectivités. Donc le fait d'avoir fait déjà un mandat, on peut dire qu'on a déjà eu quand même une espèce de formation. Après, là, il s'agit d'examiner la loi. Ce n'est pas du tout l'objet et les fonctions d'un conseiller municipal au sein d'une commune qui a une délégation. Il y a vraiment un travail d'examen de la loi, de juriste, de législateur qui ça est tout à fait nouveau. Donc il y a besoin de s'équiper d'une équipe, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, de juristes, et puis de travailler justement pour essayer de comprendre comment déjà méthodiquement proposer une modification de la loi ou proposer des lois. Et la culture du compromis en politique, c'est possible de le concilier avec ses convictions personnelles? Oui, c'est indispensable, je pense, parce qu'on ne doit pas décider seul les choses, il faut toujours qu'il y ait un consensus. Moi, j'ai toujours un avis, je ne suis jamais entre deux chaises, j'ai toujours un avis sur une question, mais comme j'ai été élue par des élus, notamment par des maires, quand j'ai des questions qui peuvent remettre en cause la gestion d'une collectivité, quelle qu'il soit, systématiquement, je les consulte pour avoir leur avis. Et si, mettons, l'avis était vraiment dans leur majorité à l'opposé de la mienne, je remettrai en cause mes convictions parce que mon intérêt c'est de les servir et je ne peux pas le voir que depuis mon prisme, étant donné que c'est des gens de terrain à qui les lois vont s'adapter ou s'imposer. Donc je suis en permanence dans la concertation, dans la consultation, mais c'est le travail que j'effectue au quotidien pour être dans ce fameux compromis et consensus qui pour moi est vraiment inévitable et même indispensable lorsqu'on veut faire un travail au service de l'intérêt général. On va maintenant passer, si vous êtes d'accord, à un autre format d'interview. Ok. Une interview express. Vous avez été journaliste, vous aimez l'actu, donc on va faire une spéciale actu. Bonjour. Bonjour. Quelle information de l'actualité récente a retenu votre attention? Alors aujourd'hui, ces dernières heures et même ces dernières semaines, comme vous le savez, c'est l'actualité américaine qui occupe une grande majorité des médias avec des conséquences très fortes. Donc par exemple, hier soir, le président des États-Unis a annoncé une augmentation des frais de douane, donc des taxes, qui va avoir d'énormes répercussions. Donc je me rendrai la semaine prochaine en délégation sénatoriale, notamment à Washington, pour essayer justement d'investir ce sujet. Merci. Et quel événement a pu vous mettre le plus mal à l'aise? Un événement qui m'a mis mal à l'aise, mais aucun. Moi, je
je me rends dans des événements auxquels j'ai envie d'aller. Et c'est vrai que j'arrive à m'adapter facilement dans l'endroit dans lequel je vais. Donc j'essaye aussi de savoir aussi où je mets les pieds quand je me rends quelque part. Donc je n'ai pas en tout cas un exemple qui me frappe dans lequel j'aurais été mal à l'aise. Probablement, mais en tout cas ça ne m'a pas marqué. Merci. Bonjour. Bonjour. Quel programme télévisé vous a tenu en haleine depuis le début de cette année? Alors, je regarde pas trop, même pas du tout la télévision. Donc, je regarde plutôt des séries sur les plateformes que vous connaissez. J'ai pas un programme de télévision qui me plaît. Les seules choses que je regarde à la télévision, c'est des journaux d'information, des plateaux télé, mais je prends quand même un peu de distance là-dessus parce qu'on vit déjà en tant que législateur dans l'actualité. Et parfois, les plateaux télé ne sont pas toujours de bon augure. Donc, j'ai pas un programme, en tout cas de divertissement, que je suis en particulier à la télé. Y a-t-il un événement international actuel que vous souhaiterez commenter? Un événement international que je souhaiterais commenter, j'ai envie de revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est vraiment l'événement actuel international majeur. Je veux évidemment parler de tous les conflits qui peuvent se passer au Moyen-Orient et dans l'Est du globe, qui évidemment ont des conséquences néfastes et qui attristent l'ensemble du monde entier. Nous vivons des tensions internationales assez fortes en ce moment. Donc c'est vrai que nous, en tant que législateurs et hommes et femmes politiques, on est très mobilisés et à l'écoute de ce qui peut se passer pour les conséquences qu'il peut y avoir sur notre pays et plus globalement aussi pour l'avenir et le quotidien de nos compatriotes. Très bien, merci. Et pour finir, quelle serait selon vous la meilleure nouvelle de l'année? La meilleure nouvelle de l'année, je suis engagée, comme je vous ai dit, marraine d'une association pour enfants malades. Je me bats depuis quelques années pour améliorer le quotidien des enfants. Ils sont pris en charge et malheureusement on ne peut pas toujours commander ce qui se passe au niveau sanitaire, mais en tout cas d'améliorer le quotidien des parents d'enfants malades. Aujourd'hui, je trouve que c'est trop difficile pour eux de devoir souvent s'arrêter de travailler parce qu'on doit s'occuper d'un enfant malade au quotidien. Donc s'il pouvait y avoir une petite baguette magique qui fasse en sorte que l'un des deux parents puisse continuer à avoir une rétribution économique à la hauteur aussi pour des questions de dignité qui leur permettent de vivre, pour pouvoir se concentrer sur la santé des enfants. Voilà, il y a déjà des avancées, mais pas assez à mon goût, donc j'espère que ça évoluera. Merci beaucoup. On va rebondir sur votre dernière réponse pour passer maintenant à votre engagement local, parce que vous avez une double casquette, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, vous allez être interrogé maintenant par Margot, Alessia, Inès, Lorena, Kélian et Thibaut. Pour vous, le développement actuel de la Côte d'Azur est-il un motif de satisfaction? Et Serait-il possible de l'améliorer et comment? Alors, la Côte d'Azur, c'est devenu une marque territoriale. On est le premier territoire de France à avoir déposé la marque comme une marque classique. Ça s'appelle donc Côte d'Azur France et donc on a décidé d'en faire une marque territoriale et d'assurer sa promotion dans le monde entier. Donc on mène tout au long de l'année des missions vers des visiteurs qu'on souhaite continuer à accueillir ou qu'on souhaite démarcher pour qu'ils viennent en séjour sur la Côte d'Azur. Ça a toujours été une destination qui accueille des visiteurs du monde entier, mais on n'est pas à l'abri évidemment d'une crise sanitaire, d'une crise géopolitique ou autre qui nous prive de certains visiteurs sur la Côte d'Azur. On a eu la chance d'avoir cette résilience durant le confinement puisque toutes les régions de France ont évidemment souffert du tourisme. Nous avons, grâce aux Français, on a pu maintenir en fait un taux de fréquentation plutôt positif. Et donc, bien sûr qu'on peut toujours la développer, mais la développer, ça ne veut pas dire d'accueillir de plus en plus de touristes. Je ne souhaite pas, en tant que présidente de Côte d'Azur France Tourisme, d'être une destination de surtourisme, comme on voit partout dans le monde, où des grandes capitales aujourd'hui subissent un afflux majeur de visiteurs qui altèrent, à mon sens, la qualité de séjour des voyageurs. Donc on essaye en fait, on a une stratégie où on essaye en fait de lisser les flux tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'au lieu d'accueillir 11,5 millions sur l'année avec une majeure partie durant la saison estivale, on essaye d'inviter les visiteurs à venir le reste de l'année, notamment en période hivernale. Donc c'est pour ça qu'on essaye de vendre ce tourisme 4 saisons et quand on va démarcher des pays, on ne démarche des pays qui sont intéressés de venir chez nous que justement hors période estivale pour pouvoir faire aussi vivre les commerces tout au long de l'année. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'entreprises et de commerces qui vivent du tourisme tout au long de l'année chez nous, mais ils ont des mois parfois qui sont un petit peu longs et durs, surtout dans le Moyen et le Haut Pays durant la saison hivernale.
Et donc tout l'objectif d'attractivité de la Côte d'Azur, c'est d'essayer de remplir ces fameux mois pour que aussi pour les emplois, pour que ce ne soit pas que des emplois de saisonniers, mais qu'on puisse aussi avoir des emplois qui soient stables tout au long de l'année. Donc lisser ces flux dans le temps, c'est-à-dire tout au long de l'année, mais aussi dans l'espace. Éviter de concentrer l'ensemble de notre stratégie de communication sur la bande littorale. On sait qu'elle attire parce que la Côte d'Azur, c'est avant tout des plages et c'est l'image qu'elle renvoie, mais on a un moyen et un haut pays merveilleux. 80% de notre territoire en fait est de la ruralité, c'est-à-dire que ce sont des villages avec beaucoup de savoir-faire qui fait l'identité et l'ADN de notre destination. C'est notre histoire et c'est grâce à ça aussi qu'on continue d'attirer. Donc on essaye aussi dans l'espace de valoriser tout ce qui se passe dans le moyen et dans le haut pays. Donc l'objectif, si je résume, c'est de lisser le tourisme Exactement. sur l'ensemble de l'année et du territoire. Voilà, exactement, et c'est ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années. Et on parvient, parce qu'on dispose d'un observatoire au sein de Côte d'Azur France Tourisme, qui est vraiment un outil scientifique avec ses statisticiens qui croisent des données et qui nous font rendre compte justement que la saison estivale, d'année en année, s'étire de plus en plus. Avant, elle était concentrée sur juillet-août, et là, on se rend compte qu'elle démarre en avril maintenant pour se terminer en octobre. Et donc, voilà, tout le travail qu'on effectue voilà, s'opère. Et puis aussi, quand on va démarcher des clientèles étrangères, on peut aussi constater en effet qu'elles sont présentes. Donc, c'est-à-dire que les opérations et les missions qu'on mène à l'étranger portent leurs fruits, puisqu'on retrouve voilà, ces mathématiques, ces destinations et l'origine des visiteurs sur nos terres. Comment faites-vous pour rester proche des citoyens de votre territoire local tout en assumant vos responsabilités au Sénat ? Eh bien, j'essaye de dire oui presque à tout. Malheureusement, les journées font 24 heures, enfin essentiellement la journée. Donc, c'est important pour moi de ne jamais perdre le lien avec le terrain. C'est vrai qu'on a, j'ai envie de dire, un peu deux missions, deux vies complètement différentes. Parce que quand on va au Palais du Luxembourg, et j'espère que j'aurai l'occasion de vous inviter et de vous recevoir, c'est un palais. Donc c'est un environnement quand même qui est radicalement différent de quand on se balade dans les rues de Cannes et où on opère ce travail de législateur. Mais ce travail de législateur, on va porter la parole d'où ? Eh bien du terrain. Donc on a besoin d'être en permanence sur le terrain, à l'écoute des élus, puisque en l'occurrence je suis chargée de porter leur voix, mais de l'ensemble évidemment des Français. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté beaucoup de joie d'être à vos côtés aujourd'hui. Et c'est vrai que dans mes délégations et dans la plupart de mes travaux, c'est souvent de la protection des mineurs dans lequel je me lance. Il y a toujours un peu ce fil conducteur. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la parole des jeunes et je m'insurge toujours quand on critique cette nouvelle génération en disant, voilà, c'était mieux avant, ils savent plus écrire, ils sont tout le temps sur leur téléphone, etc. Bien sûr qu'il y a du bon et qu'il y a du mauvais, mais il y a aussi du bon. Et je trouve aujourd'hui qu'on a justement une jeunesse qui est très volontaire. Moi j'ai 42 ans, quand j'avais 16-17 ans, il ne nous venait pas tout de suite à l'esprit de travailler l'été, on attendait plutôt d'avoir 18 ans. Et aujourd'hui on voit une génération qui dès qu'elle a 16 ou 17 ans, elle a envie de commencer à travailler. Donc voilà, et des tas d'exemples qui font qu'aujourd'hui on se rend compte justement qu'ils ont des choses à dire. Ils peuvent s'exprimer aussi notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est vrai que j'ai toujours à cœur aussi d'être à leur contact parce que ça me permet justement d'écouter aussi les adultes de demain ou les jeunes adultes, quelles sont leurs attentes parce qu'on fait de la politique pour tout le monde et donc j'ai besoin de parler à toutes les strates, à l'ensemble des Français, toutes les générations, toutes les catégories socio-professionnelles pour pouvoir au mieux en faire la synthèse et surtout c'est presque égoïste que je vais vous dire mais le fait d'être en contact tout le temps avec la population me permet d'avoir un jugement ou en tout cas de porter des messages qui soient le plus réaliste possible. Et ça, du coup, ça me rassure et ça crédibilise aussi ma parole, puisque ce sont des témoignages de terrain. J'aurais du mal à rester enfermée dans un bureau ou dans une tour et de lire des notes ou des mails ou de passer des coups de téléphone. J'ai besoin, après, j'aime l'humain, donc c'est vrai que ça arrange. Mais c'est vrai que d'être au contact avec la population et d'écouter en permanence ce que les gens ont à me dire, même si ce n'est pas dans mon électorat. J'ai une permanence électorale à Antibes qui a pignon sur rue. En général, les sénateurs n'ont pas besoin en fait, de permanence puisque leur job, c'est d'aller plutôt dans les communes et de se déplacer. Mais j'ai souhaité aussi avoir un bureau qui est comme un magasin, qui est ouvert, vraiment où on a envie d'y rentrer. Et je reçois en fait 100% en fait, des gens qui sollicitent un rendez-vous. Par contre, je reçois ce rendez-vous pour que personne perde son temps et que ce soit calculé. Et ça me permet de rencontrer tout au long de l'année des personnes qui me racontent leur histoire, leur parcours et qui enrichissent au quotidien ma réflexion et mon travail. Question purement pratique, oui. Est-ce que vous avez un petit peu la main sur votre agenda ou est-ce que
on vous le fait au fur et à mesure? Non, non, on a la main sur l'agenda et heureusement parce que comme je vous le disais, je suis aussi mère de famille et ma priorité reste ma famille. Donc j'essaye de dégager du temps pour avoir des moments avec eux en dehors voilà, de la scolarité. Maintenant, j'ai fait mes grossesses et j'étais déjà engagée dans la politique, donc ils ont toujours connu une maman au travail et engagée, mais à chaque étape de la vie, voilà, c'est très important pour moi de les emmener à l'école le matin, d'aller les chercher, voilà, de m'occuper un maximum d'eux comme si j'étais pas sénatrice. Pour qu'ils ne le ressentent pas. Oui, voilà, exactement. Je vais faire mes courses au supermarché comme tout le monde. Enfin, il n'y a pas de sujet. Je vais au conseil de classe de mes enfants. Enfin bref, voilà. J'essaye de leur faire comprendre aussi que, parce que parfois ils peuvent se dire ma maman elle est différente. Bah non, je fais le travail et mon travail d'ailleurs n'est absolument pas plus dur que n'importe quel autre travail. C'est juste que j'essaye d'être très organisée. Ça c'est vrai qu'avec ma super équipe qui m'accompagne, on essaye de tout faire rentrer dans les cases, voilà, pour que ce soit aussi pas trop chargé, parce que je pense qu'on serait pas capable, en tout cas moi je serais pas capable d'enchaîner 10 séquences à la chaîne, etc. J'essaie quand même, quand j'accepte des missions, de les faire dans de bonnes conditions, voilà, de passer un vrai moment avec les gens et de pas faire non plus voilà, au pas de course, parce que je pense que ce serait profitable ni pour les intéressés ni pour moi. Quelle action locale dont vous avez été à l'origine vous rend le plus fier? Alors là, la dernière action locale que j'ai pu mettre en place, on va dire, il y en a deux. Je suis assez engagée sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, toujours dans mon intérêt de parler aux jeunes, j'ai mis en place à Antibes il y a quelques années, quand j'étais élue en charge notamment de la jeunesse et de l'égalité femmes-hommes, une manifestation dans le cadre de fin novembre de la semaine contre les violences faites aux femmes. J'ai mis en place une médiation culturelle qui permet par le théâtre en fait, d'aborder ces sujets. Donc j'ai souhaité extraire les collégiens de leur établissement scolaire, de les mettre dans un théâtre, de faire jouer une troupe qui mime des scènes de la vie ordinaire et de les faire commenter. Donc c'est une médiation qui permet de libérer la parole et d'aborder le sujet. Donc j'ai dû mettre ça en place il y a une dizaine d'années. C'est une manifestation qui était il y a 10 ans encore un peu nouvelle, mais les enseignants ont été OK parce que ce n'est pas eux en plus qui allaient l'enseigner ou l'organiser. Ils étaient juste co-organisateurs, mais c'était pris en charge par une équipe adaptée qui a permis d'aborder le sujet. Donc ça c'est toujours très intéressant aussi parce que ça permet aussi à chacun de parler de ces sujets-là. En classe, on n'a pas toujours le temps, même s'il y a des temps avec les professeurs principaux, d'aborder ce genre de sujet. On sait qu'ils sont sensibilisés à beaucoup de sujets. Je pense à l'écologie, à la santé, à l'égalité femmes-hommes. Mais voilà, ça c'est quelque chose de concret que j'ai mis en place et qui avait beaucoup de succès, donc je suis ravie de ça. Puis après c'est un sujet un peu plus technique. Justement récemment, comme j'essaye de porter au mieux la parole des élus locaux, c'est vrai que je consacre une grande partie de mon agenda à la ruralité, c'est-à-dire aller rencontrer les maires des petits villages des Alpes-Maritimes. Et je me suis rendu compte justement il y a 2 ou 3 ans que dans ces communes-là, il n'y a qu'un seul employé municipal, souvent qui travaille d'ailleurs qu'à temps partiel, parce qu'ils ont des tout petits budgets. Je parle de villages où il y a 50, 100 habitants. Et donc ils ont ce qu'on appelle un secrétaire de mairie, donc une personne qui est payée par la mairie pour aider le maire dans ses tâches administratives. Et ce sont des missions qui sont vraiment couteau suisse, c'est-à-dire qu'ils doivent tout gérer en fait dans la commune. C'est pas une secrétaire de mairie qui travaillerait dans un grand cabinet d'une grande ville avec une mission, avec la même mission. Et donc j'ai souhaité mettre en place une formation universitaire, c'est-à-dire un diplôme avec l'université, justement qui s'appelle, c'est la première certification universitaire de France et qui permet en fait de leur offrir une formation qui se dispense sur un semestre avec un diplôme à la fin parce qu'ils ont besoin d'être revalorisés, et d'être aussi formés. Donc c'est des formations qui n'existaient pas, qui n'étaient pas vraiment connues de l'université, mais qui répondent vraiment à un besoin territorial et à un enjeu de démocratie forte parce qu'un tiers des secrétaires de mairie partiront à la retraite en 2030 et certains maires, il y a une crise de vocation des maires, notamment dans la ruralité, où ils sont très sollicités avec une rémunération proche de zéro et des violences de plus en plus fortes contre les élus, une proximité qu'il y a dans les villages où ils doivent absolument tout gérer. Moi, quand je vais voir un maire, il déneige avec sa déneigeuse et puis après, il va nourrir le chat de la voisine et puis après, il ouvre son courrier. Enfin, c'est une vie qui est complètement différente des vies urbaines. Et donc, cette façon de créer une formation et de revaloriser le métier de secrétaire de mairie a redonné un peu de baume au cœur et permettre aussi de continuer à être une dans la gestion d'une commune aux côtés des maires. Donc voilà, ça date d'il y a quelques temps et j'ai présenté d'ailleurs au ministre de la fonction publique la semaine dernière ces travaux comme c'est une première en France. Dans le contexte géopolitique que vous avez évoqué tout à l'heure avec les pressions américaines et les conflits à l'Est entre l'Ukraine et la Russie, quel message d'espoir aimeriez-vous adresser à la jeunesse? Alors c'est pas évidemment les premiers conflits internationaux. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des guerres
aussi violente, si ce n'est plus que ce que l'on est en train de vivre actuellement. C'est vrai qu'on subit, mais on a un rôle aussi à jouer là-dedans, hein. On est membre de l'Europe, nous sommes un pays engagé avec une force économique, une force militaire et aussi un pouvoir de discussion. Donc l'actuel président de la France, Emmanuel Macron, n'a pas des très mauvais rapports avec le président américain. Donc j'ose espérer en tout cas que dans tous les conflits qui se déroulent actuellement, la France puisse prendre ses responsabilités, mais surtout essaye d'apaiser les tensions. Alors on sait que les échanges et les dialogues diplomatiques sont très durs. C'est des négociations à mener. On a en face de nous des forces qui sont très importantes, avec des pressions de chaque côté. Mais je crois que la France aujourd'hui a besoin de s'imposer et d'essayer évidemment de régler tous ces conflits. Je crois que personne ne se réjouit de ce qui se passe aujourd'hui, qu'on soit d'un côté d'un camp ou de l'autre. Tout ça, évidemment, chaque guerre évidemment, a des conséquences désastreuses, pas qu'humaines, comme vous le savez, sociales, économiques, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que la parole de la France permettra évidemment d'essayer d'apaiser ce qui se passe et de résoudre ces conflits qui sont vraiment terribles pour l'ensemble de l'humanité. Chaque conflit qui se passe dans le monde, même si on a l'impression que c'est très éloigné, aura toujours des conséquences pour chacun des concitoyens de notre pays. Et pour faire le lien sur donc ce contexte un petit peu tendu, donc on a l'aspect politique et militaire, mais aussi un aspect économique qui touche aussi au niveau local. Tout à fait. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire justement aux jeunes qui sont quand même dans un climat assez anxiogène? Bien sûr. C'est un climat qui est anxiogène, il faut croire quand même en nos dirigeants puisque tout le monde veut essayer de sortir évidemment de ces conflits et la France en tout cas essaiera de défendre ses intérêts au maximum. C'est tout l'enjeu du ministère des Affaires étrangères et du Quai d'Orsay qui dans ces périodes de grande tension essaye justement de trouver des solutions pour qu'il y ait le moins de répercussions possibles. Maintenant voilà, il y a des conflits qui se déroulent dans le monde entier, donc chacun, les entreprises notamment, sont un peu actuellement en attente de voir avant de prendre des grandes décisions, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui dépendent de marchés russes, ukrainiens, américains, etc. Donc bien sûr c'est une période qui est anxiogène pour le monde entier et voilà, il faut essayer d'espérer que tout ça puisse se résoudre, en tout cas pour ce qui est de la France. Alors, je ne peux pas m'expliquer parler au nom du gouvernement ni de l'État, mais en tout cas, tous ces hommes et ces femmes qui sont engagés pour notre pays aspirent évidemment à ce qu'il y ait le moins en moins de conséquences pour notre pays. Donc, essaiera de résoudre un maximum voilà, de ces conflits-là par de la discussion, par de la diplomatie, par des échanges et même par de la négociation. Merci. Merci beaucoup. Merci On va à vous. continuer, si vous êtes d'accord, par une autre interview express, Ok. mais pas tout à fait la même, une interview up and down. Ok. C'est parti. Tout d'abord, merci d'être là pour l'interview Up and Down. Ma première question est la suivante. Quel est votre pire succès? Ah, pire et succès. Alors, c'est vrai que... alors, succès, c'est peut-être un peu un mot galvaudé, mais quand on devient une personnalité politique, on devient une personnalité publique. Donc c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre au quotidien. Je crois qu'on ne se comporte pas exactement comme on pourrait se comporter, en tout cas quand on devient une personnalité publique. Donc peut-être que, alors vraiment une fois de plus le mot succès est galvaudé, mais enfin peut-être la popularité où du jour au lendemain on m'a un peu plus vu que ce que j'étais avant. C'est vrai que c'est pas toujours facile à vivre, enfin à vivre en tout cas pour mes enfants aussi, puisque dans leur établissement scolaire ils savent qu'ils ont une maman sénatrice. Et parfois, les camarades ne sont pas toujours bienveillants, donc peut-être que cette partie de popularité impliquée par ma fonction peut être des fois un pire succès. Mais une fois de plus, j'ai l'immense honneur d'exercer cette fonction voilà, que j'affectionne au quotidien, donc je le vis quand même plutôt pas mal. Quant à moi, je voudrais vous demander quel est votre meilleur échec? Alors, mon meilleur échec... une fois de plus, peut-être justement le fait d'être mère de famille, avoir des enfants qui n'ont absolument pas de fil, puisque comme vous parlez à vos proches et à votre famille, vous leur dites ce que vous avez sur le cœur. Parfois, les enfants, alors maintenant comme ils ont 14 et 16 ans, ils comprennent un peu plus les fonctions, mais ils veulent toujours avoir une maman 7 jours sur 7 à la maison et 24 heures sur 24. Donc parfois, quand mon agenda un peu s'emballe, je le maîtrise moins et que je suis moins à la maison, ils adorent me le rappeler. Donc c'est un pire échec parce que pour moi, de ne pas réussir à concilier les deux et qui parfois ils m'en veulent de ne pas être à la maison, évidemment, c'est toujours blessant pour une maman. Mais c'est un pire échec parce que ça me permet de remettre les pieds sur terre et justement de lever un peu le pied. Donc ils sont un peu mon curseur. Voilà peut-être ce que j'aurais pu vous répondre sur cette question.
Bonjour, alors moi je voulais vous demander quelle était la qualité que vous détestez chez vous et chez les autres. Oh, c'est dur ces questions, hein. Peut-être le perfectionnisme. C'est vrai que j'aime bien aller jusqu'au bout des choses et connaître mes sujets sur le bout des doigts, ou en tout cas quand je fais des travaux, vraiment essayer d'en faire tout le tour. Et parfois, quand d'autres pourraient peut-être amener à le faire, peut-être que pour les autres c'est agaçant. Donc voilà, je vous répondrai ça. Et maintenant, le défaut que vous préférez? Alors chez moi ou chez les autres? En général, le défaut. Ah d'accord. Alors le défaut, je dirais vraiment ce que je supporte pas par-dessus tout, c'est l'hypocrisie, le manque de sincérité. Voilà, ça c'est quelque chose que je décèle assez facilement. Et c'est quelque chose vraiment qui me... Alors non pas qui m'exaspère, parce que l'hypocrisie par définition, on n'est pas là à le manifester, mais c'est quelque chose que je ressens et qui m'éloigne beaucoup. Et qu'est-ce qui vous amuse le plus? Ce qui m'amuse le plus, c'est passer du temps en famille, d'être avec mes enfants. Voilà, on a la chance d'avoir aussi des vrais moments où on va voir des spectacles, où on voyage, où on voit nos amis, où on fait la fête. Donc heureusement, on a des sas de décompression, je pense, qui sont indispensables dans la vie d'un législateur ou d'un homme ou d'une femme politique, parce qu'on a besoin aussi d'avoir des moments déconnectés, voilà, où on peut prendre un peu de distance et relâcher aussi la pression, ce qui nous permet après, quand on revient, moi j'appelle ça la récréation, qui permet de nous recréer. Et ces instants de pause, de joie et d'amusement nous permettent justement après de repartir à la tâche avec ce lâcher-prise justement qui nous redonne de l'énergie et qui nous permet d'être encore plus compétitifs. Et maintenant, qu'est-ce qui vous irrite le plus? C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, c'est ça, c'est le manque de sincérité, l'hypocrisie, c'est quelque chose vraiment qui chez moi est insupportable, même si on pourrait se dire que voilà, que c'est peut-être pour la bienséance, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à accepter. Quel est l'objet auquel vous êtes le plus attaché? C'est des bijoux que je porte, qui m'ont été offerts par mes enfants, que je porte en permanence. Donc voilà, c'est un peu un morceau d'eux que j'ai avec moi en permanence. Donc voilà l'objet que je porte toujours sur moi. Et quel conseil vous donneriez à la jeune femme que vous étiez à notre âge? De croire en soi, de croire en ses rêves, tant qu'ils sont évidemment légitimes et réalistes, mais de jamais douter en fait du chemin qu'on a envie de traverser, et voilà, et d'y croire jusqu'à fond. Quels que soient vos rêves dans la vie, ou même ce rêve, j'aime pas trop le rêve, mais en tout cas vos objectifs de vie, il y aura toujours des gens qui seront là pour vous tendre la main et vous montrer le bon chemin, mais malheureusement, mais ça apprend aussi, hein, vous aurez aussi des gens par la jalousie justement qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues, donc il faut apprendre à déjouer les obstacles avec bienveillance. Moi j'ai toujours été, j'ai jamais ni critiqué ni enterré mes adversaires ou mes concurrents pour réussir, je suis toujours restée focus sur mes objectifs, donc je pense qu'on peut réussir sans écraser les autres. Donc voilà, quand on a des projets, des rêves, il faut y croire, mais surtout se donner les moyens aussi pour y arriver. Rien n'arrive tout seul, mais si on a la foi, c'est-à-dire si on a l'envie et qu'on y met aussi du matériel, c'est-à-dire du travail, voilà, vous serez toujours récompensé de ça. Et pour la dernière question, quelle est la promesse que vous êtes la plus fière d'avoir tenue? Alors écoutez, moi je fais en fait pas du tout de promesses, ni quand je suis en campagne électorale, ni rien, parce que, et même quand on me demande un service, je dis toujours je vais essayer, je vais te promets d'essayer de le faire, mais je ne fais jamais aucune promesse, parce que moi-même je ne me fais aucune promesse. En fait, j'ai trop peur que les choses n'arrivent pas, donc j'ai pas assez peut-être de confiance en moi pour faire une promesse à moi-même et encore pire aux autres. Donc c'est vrai que je mène aucune promesse. La seule promesse que je fais quand, dans le cadre politique, et que je vais voir mes électeurs pour leur demander leur confiance, je leur promets de rester toujours à leur écoute, d'être à leur côté, mais en tout cas je ne promets jamais un objectif tant que je ne suis pas sûre de l'atteindre. Donc merci beaucoup pour toutes ces réponses. On en a parlé, vous êtes une maman accomplie et vous devez concilier votre vie professionnelle. Donc nos élèves ont pensé que ce serait bien de vous faire une dernière partie sur votre parcours personnel et votre vie de femme. Très bien. Alors nous allons écouter des questions émanant de Ambre, Andrea, Prune, Océane, Sébastien et Esteban. Bonjour, comment ressentez-vous le fait d'être une femme dans le milieu politique ?
Alors, j'ai la chance d'avoir démarré la politique en 2008 où les premières lois sur la parité sont apparues, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de quota pour les femmes et depuis les années 2000, des lois ont été votées pour instaurer un quota de femmes dans la politique. Alors, quand je dis dans la politique, c'est pas partout. Il y a certaines instances où c'est difficile encore à mettre en place, mais en tout cas, là où il y a eu des quotas, il y a eu l'obligation légale de mettre des femmes. Donc moi, quand je suis arrivée en 2008, je pense que voilà, c'était le début des années justement de ces lois sur la parité, donc ils avaient besoin de profils féminins, de profils aussi jeunes. C'était le début un peu justement du rajeunissement de la vie politique. Donc je me sens plutôt bien parce que justement aujourd'hui on vit avec des hommes et des femmes. Alors comme dans toutes les entreprises, parfois encore on peut avoir évidemment des réflexions sexistes de la part de certains hommes, mais on sent quand même que depuis le mouvement MeToo et depuis ces débats assez contemporains de ces dernières années sur la place de la femme en général dans la société, que ce soit dans le milieu économique ou politique, on voit quand même, et puis toutes les formations maintenant qui sont prodiguées et les sensibilisations qui sont faites, on voit quand même que la femme arrive de plus en plus à s'installer dans le paysage national, quel que soit le secteur d'activité dans lequel elle évolue. La physionomie du Sénat a vraiment évolué dans ce sens, parce que c'est vrai qu'on met toujours l'image des sénateurs, le Sénat c'est très masculin. Oui, alors c'est toujours très masculin, on est à peine 30% de femmes. Ils ont réussi à instaurer la parité par des listes, mais pas dans tous les départements de France. C'est la raison pour laquelle on n'est pas totalement paritaire. À l'Assemblée nationale non plus, c'est une majorité d'hommes. Ce sont encore des fonctions qui sont pas encore tout à fait intégrées chez les femmes. Alors beaucoup de femmes bien sûr se lancent en politique, mais c'est encore assez récent. D'ordre général, les femmes s'autocensurent beaucoup, ont toujours l'impression qu'elles doivent faire un choix entre leur vie privée, on va dire, qu'on ait des enfants ou pas, et leur vie professionnelle ou leur vie politique. Donc moi j'essaye humblement de montrer qu'on peut tout à fait concilier toutes ces choses-là. Moi jusqu'en 2020 que je devienne sénatrice, j'ai mené mes mandats électoraux, j'en avais 2, mon activité professionnelle puisque je travaillais à la radio, et puis j'ai fait mes enfants aussi. Donc il faut juste être organisé, mais surtout passionné par ce qu'on fait, surtout se faire confiance et voilà, réussir à gérer son agenda. Donc au Sénat, c'est majoritairement des hommes. Je ne représente pas la moyenne d'âge évidemment de la Chambre haute, mais à chaque élection, elle tend à se féminiser et à un petit peu se rajeunir. Je crois que la moyenne d'âge doit être un tout petit peu en dessous de 60 ans au Sénat. Donc ça s'est rajeuni par rapport à une vingtaine ou une trentaine d'années. Bonjour. Encourageriez-vous d'autres femmes à se lancer malgré la prédominance masculine ? Oui, parce qu'il y a énormément de métiers, sans parler de la politique, il y a énormément de métiers qui sont masculins. Il y en a qui se sont féminisés. Je parle notamment dans les métiers des forces de sécurité dans la police, où ça s'est plutôt féminisé, gendarmerie, police nationale, police municipale. En revanche, tout ce qui est sécurité civile, c'est-à-dire les pompiers, ça a du mal à se féminiser, peut-être encore que ces fameuses gardes de plusieurs jours que doivent effectuer les pompiers. Je me dis peut-être encore les femmes craignent de s'engager, alors que les métiers du secours en général sont plutôt des métiers féminins. Je pense aux métiers aussi qui sont liés à la santé. Donc, c'était quoi déjà la question? Je ne me souviens plus. C'était... Est-ce que vous encouragez? Oui, bien sûr que j'encourage les femmes à aller. Et de toute façon, vous allez faire le métier que vous avez envie de faire. Il n'y a rien qui pourra vous interdire de le faire. Vous trouverez votre place et c'est tout. Vous apprendrez à cohabiter. Et de toute façon, il y a plein de métiers qui sont plus féminins, plus masculins. Le tout, c'est que vous restez qui vous êtes et que vous prouviez votre travail au quotidien. Mais bon, parfois, il faut se dire la vérité. C'est pas toujours les garçons qui sont le plus durs. Des fois, les filles aussi entre elles, c'est pas les plus sympas. Donc non, il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Vous travaillerez dans de bonnes conditions. En tout cas, j'espère que ce ne sera jamais un frein pour chacune d'entre vous. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, avec tous vos collègues, est-ce que vous avez plutôt des bons rapports, ou est-ce que c'est des logiques partisanes qui, malgré tout, les frontières? Alors au Sénat, la différence vraiment de l'Assemblée nationale, c'est qu'on appelle ça la Chambre des sages. Ce sont les sénateurs, pour les 3/4, ont déjà eu, même à 90%, ont déjà eu des mandats locaux. Donc c'est des gens quand même qui ont déjà fait de la politique et qui ont souvent, pendant des années, été maires ou avec des fonctions exécutives locales. Donc ils ont une expérience. Donc déjà, ça en fait des gens raisonnés, j'ai envie de dire, qui savent de quoi ils parlent, qui sont là pour travailler, qui n'ont pas besoin de faire le buzz. En plus, je vous rappelle qu'on n'est pas élu en direct par le peuple, donc on n'a pas à répondre à la rue, à faire de la com politique et en permanence pour essayer de séduire cet électorat des habitants. Nous, on est élus par nos pairs, j'ai envie de dire, donc du coup, on n'a pas besoin de gesticuler. Ils savent si on va faire le travail ou si on ne va pas le faire. Donc voilà, c'est vrai que c'est important, voilà, de continuer dans cette voie. Ouais.
Bonjour, y a-t-il une rencontre ou un échange avec une personne qui a marqué votre parcours et influencé votre engagement personnel ? Disons que quand je me suis lancée en politique, j'ai eu l'honneur de travailler avec le maire de ma commune puisque j'étais dans son équipe municipale. Et je crois qu'avant tout, en fait, j'ai accepté cet engagement et je l'ai poursuivi parce que j'avais un maire avec qui j'avais de bonnes relations, avec laquelle je partageais ses valeurs. Mais je pense que c'est comme vous, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillerez. Bien sûr, vous allez choisir un secteur d'activité, une entreprise qui vous plaît, mais vous n'y resterez et vous épanouirez si l'ensemble de vos collègues de travail ou votre hiérarchie, vous êtes aussi en partage avec eux et que vous avez de bonnes relations qui font que ou vous resterez dans cette entreprise ou vous irez travailler ailleurs. Donc le maire d'Antibes, Jean Lépin, avec qui j'ai cheminé quelques années, fait partie d'une belle rencontre politique qui m'a donné envie de faire de la politique un peu à sa façon. Bonjour, pour compléter la question de mon amie Prune, y a-t-il une figure féminine qui vous a inspiré dans votre parcours ou qui vous sert de référence? Alors j'ai pas une référence ici, mais je m'inspire de toute façon des femmes quelles qu'ils soient, pas forcément politiques, aussi par des profils de femmes d'entreprise, mais je suis toujours assez admirative de celles qui mènent un combat qui est difficile et qui lâchent jamais l'affaire. On peut évidemment citer des profils de femmes politiques très connues comme Simone Veil, qui a réussi à imposer dans la loi un sujet qui était dans ces années 70 absolument pas dans un milieu d'hommes qui était absolument pas facile, donc elle n'a pas lâché l'affaire, elle a tenu le sujet qui aujourd'hui pour votre génération vous paraît tout à fait normal d'avoir ce droit de recours à l'IVG, mais qui il y a encore quelques années n'était absolument pas un sujet d'actualité. Elle a été insultée, critiquée, évincée et malgré ça elle n'a pas lâché l'affaire. Je rappelle comme vous le savez qu'elle est passée en plus par les camps de concentration, sans doute que cette période très sombre de l'histoire lui a certainement apporté aussi une certaine forme de résilience. Mais je suis plutôt admirative justement des parcours qui ne sont pas faciles, un peu des success stories comme on appelle ça, où des gens qui ne sont pas le fils d'eux, le frère d'eux et qui se sont construits tout seuls. C'est des modèles qui m'inspirent, c'est aussi un peu mon histoire. Je suis arrivée dans la politique sans jamais rien demander, même aujourd'hui aucun poste que j'ai obtenu, je n'ai été le demander. On me l'a confié, je suis la fille de mes parents, mais ce n'étaient pas évidemment des gens qui étaient impliqués dans la politique, donc j'ai réussi à me faire mon chemin toute seule, et ce qui me permet d'avoir une grande liberté et une grande indépendance, puisqu'en gros on dépend de personne. Bien sûr, des gens m'ont donné la main, m'ont fait confiance et m'ont proposé à ces postes, mais je ne suis pas dépendante de quelqu'un qui m'aurait vraiment introduit ou imposé dans cette sphère politique. Donc ce qui me donne après une liberté d'action et de parole. Bonjour, pourquoi voudriez-vous qu'on se souvienne de vous plus tard? Pour quelles actions par exemple? Je sais pas, peut-être pourquoi j'aimerais qu'on se souvienne de moi. Franchement, je sais pas, moi c'est des questions, c'est vrai que je sais pas si j'ai envie qu'on se souvienne de moi. Je suis dans l'instant présent, j'essaye au quotidien d'être à l'écoute et de rendre service quand je le peux aux gens et d'améliorer leur quotidien. Donc peut-être se souvenir de quelqu'un qui a toujours été à l'écoute des autres. Et pour rebondir un petit peu là-dessus aussi, en tant que femme et en tant que politique, quel est votre rapport aux médias et aux réseaux sociaux? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la politique, il y a beaucoup de buzz, de polémiques, c'est assez virulent tout ça. Oui. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Alors l'avènement des médias dans la vie politique a bouleversé la vie politique, puisque aujourd'hui on est dans une obligation d'être sur les réseaux sociaux. Oui. Alors moi, peut-être l'écart générationnel que j'ai avec mes collègues sénateurs, pour évidemment pas la plupart, j'ai beaucoup de collègues qui sont de ma génération, mais pour moi au lycée j'avais déjà un téléphone portable et donc j'ai vécu tous les premiers réseaux sociaux où j'avais déjà des comptes quand j'étais étudiant. Donc disons que je ne vais pas dire que je suis née avec comme eux, mais en tout cas j'ai été baignée complètement dans les réseaux sociaux. Donc pour moi, je suis présente sur l'ensemble des réseaux sociaux. Pour moi, c'est un réflexe en fait, et ça permet en fait à la politique de faire connaître et de rendre des comptes. Moi, je m'en sers uniquement. Je ne mets absolument pas ma vie privée en photo. Je rends des comptes, j'explique c'est quoi le quotidien d'une sénatrice. C'est aussi une façon d'expliquer aux gens. Souvent, on connaît son député, mais moins son sénateur ou sa sénatrice. Et donc, j'essaye en fait au quotidien de raconter ce que je fais, pourquoi je le fais. Et puis, c'est aussi une façon aussi d'entretenir la proximité, puisque comme je me gère mes comptes, je me gère ma messagerie, donc je suis parfois sollicitée par des gens de l'extérieur, des inconnus ou des gens plus connus qui veulent rentrer en contact avec moi pour me rencontrer, pour me proposer des choses. Donc c'est aussi un lieu où fourmille un certain nombre de réseaux, de rencontres. Donc pour moi, c'est indispensable de l'être. Après, je pense qu'il faut que tout ça soit mesuré
et dans la façon de raconter les choses. Et aussi être blindé parce qu'à partir du moment où on communique et que tous nos comptes sont publics, c'est-à-dire accessibles à tout le monde, on peut se heurter à des critiques, parfois qui sont fondées, mais souvent qui sont infondées par ces fameux haters. Et donc voilà, il faut avoir le recul nécessaire pour ne pas se laisser envahir par tous ces commentaires nauséabonds qui peuvent plonger des gens populaires, hein, mais quels qu'ils soient, et évidemment des gens moins populaires, je parle des enfants. On sait tout le harcèlement aussi scolaire qui ne s'arrête pas au portail de l'établissement scolaire, mais qui continue à la maison par les réseaux sociaux. Donc quand on est très critiqué, hein, quand on fait de la politique, comme on dit, on est à portée de bâche. Donc il faut réussir à... Moi j'accepte toujours la critique quand elle est fondée. Après quand c'est des haters, il faut se dire que c'est des haters, si c'était moi c'était quelqu'un d'autre. Donc j'avoue que quand c'est pas des gens que je considère, j'y prête très peu attention. Ma première question est la suivante. Si vous étiez un lieu emblématique de notre région, que serait-il et pourquoi ? Je serai le phare de la Garoupe à Antibes-Juan-les-Pins parce que c'est un lieu emblématique qui est un petit peu surélevé, qui permet d'avoir une vision tout autour justement de notre département. Bonjour, si vous étiez une couleur, quelle couleur vous représenterez le mieux dans votre engagement politique et pourquoi ? Alors j'aime beaucoup le bleu depuis toujours. C'est une couleur que je porte assez d'ailleurs régulièrement. En plus on a la chance d'être dans un département où il y a beaucoup de bleu, hein, de la mer et le ciel. C'est un peu moins le cas là où je suis 2 jours par semaine, c'est-à-dire à Paris, où c'est une couleur qu'ils voient mieux, ils sont plutôt gris. Et en plus je fais partie d'une famille politique justement qui utilise la couleur bleue, donc voilà, c'est une couleur qui me correspond bien. Si vous étiez un objet du quotidien qui symbolise votre rôle de sénatrice, que serait-il ? Je dirais l'écharpe tricolore que l'on porte différemment des maires. Les maires la portent du côté bleu, blanc, rouge et nous à l'inverse, rouge, blanc, bleu. Et c'est une écharpe que je suis très fière de porter et que l'on porte régulièrement sur des manifestations notamment patriotiques ou des jours de manifestation ou lorsque l'on célèbre des mariages. Si vous étiez une devise ou un proverbe qui guide votre action, quel serait-il ? Crois en toi. Je crois que crois en toi, c'est une devise que je me suis toujours impliquée. Apprendre avec mesure, hein, comme je le disais, il faut que ce soit crédible, légitime, savoir si on en a moyen, mais toujours se faire confiance à soi-même. Je pense que c'est la meilleure façon de savoir quel est le bon chemin à prendre. Alors je m'inspire évidemment de mon environnement et de mon quotidien, mais je finis toujours par prendre la décision dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Et pour finir, si vous étiez une saison de l'année, laquelle choisirez-vous pour illustrer votre état d'esprit actuel ? Alors la saison, je dirais l'été. J'aime en fait quand les journées sont très longues. J'adore aller à la plage. Donc même s'il fait très chaud l'été, c'est vrai que c'est la saison vraiment qui me plaît le plus. J'aime beaucoup l'astronomie, donc j'ai un télescope chez moi et j'adore regarder les étoiles. Et c'est tellement plus sympa de le faire quand il fait doux, donc en période estivale. Donc définitivement c'est l'été. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Borchio, merci beaucoup. Merci à vous. Pour tous ces échanges, nous avons pu découvrir en fait votre engagement, qu'il soit au niveau national, au niveau local, au niveau aussi international, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Et maintenant, on a envie de mettre un petit peu l'accent, le focus sur votre soutien au monde associatif. Ok. Alors justement, Laurent Brochet, donc directeur et président de cette chaîne, voulait vous faire une petite surprise avant que l'on se quitte. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, donc je vais l'accueillir. Donc monsieur René Molines, bonjour. C'est ça, oui. Président de l'association Adrien. Oui, je suis plus président, je suis le directeur de la maison d'Adrien, de l'association Adrien. D'accord. Et je suis très ému de voir notre marraine, Alexandra, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui a un immense cœur et qui est très touchée par toutes les causes, et surtout celle de mon fils, parce que j'ai perdu mon petit garçon il y a maintenant 21 ans, et elle a été là. Elle a été là quand j'avais besoin d'elle. Elle a été là pour nous aider, nous soutenir, et puis on en est à une maison aujourd'hui, et c'est aussi grâce à elle si la maison d'Adrien est là, à juste titre, parce qu'elle sert la cause des enfants malades, gravement malades, mais en tout cas, elle a fait un énorme travail à nos côtés, et si j'ai pu être à côté de Charles-en-Ginésie pour le département, pour construire la maison d'Adrien, c'est grâce à elle, et au plan national aussi, elle est là aussi, donc c'est une magnifique dame qui incarne complètement, on va dire, les vraies valeurs, en tout cas, de ce qu'elle défend et de notre département des Alpes-Maritimes, et au-delà, en tant que sénatrice. Donc,
voilà, hop là. D'accord. Et vous auriez peut-être un mot à dire à nos téléspectateurs au sujet de cette association? Oui, écoutez, on est heureux de défendre et incarner en tout cas les vraies valeurs des enfants gravement malades et leurs parents. En construisant la maison d'Adrien, on a œuvré vraiment pour apporter du bien-être et de les aider au mieux en tout cas parce qu'ils viennent d'autres régions. Ils ont besoin d'un hébergement et aujourd'hui on est là pour les héberger au mieux, pour leur donner aussi une âme parce que quand ils arrivent là, c'est une descente aux enfers. Souvent c'est une dernière chance pour certains enfants qui viennent chez nous et donc nous sommes heureux d'avoir construit cette belle maison aux couleurs des super-héros et des princesses et comme je le redirai jamais, merci Alexandra de tout ce que tu as entrepris pour nous avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de cœur à l'ouvrage parce qu'il a fallu se battre. La maison n'est pas ressortie comme ça. On a fait tout en tout cas pour qu'elle soit là et qu'elle serve toutes les causes défendues des enfants et de leurs parents. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider concrètement? Écoutez, c'est de continuer à avancer au plan national aujourd'hui parce que localement on nous connaît. C'est surtout au plan national. Voilà. Il va falloir que les familles et les enfants dans les CHU soient au courant de cette maison pour qu'ils puissent venir tant en conventionné en soins que aussi également en vacances. C'est ce qu'on fait et ce qu'on s'attache en tout cas au plan national et Alexandra l'a fait puisqu'elle a écrit à tous les hôpitaux pour permettre de nous faire connaître au mieux et on avance pierre après pierre. On est heureux et encore c'est une très belle chose en tout cas en 20 ans. Ça va faire 20 ans le 31 mai, hein, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Merci beaucoup. Je vous en prie et merci de nous avoir invités et surtout bravo à Alexandra qui incarne encore une fois complètement par les vraies valeurs. Elle a une force inouïe et on est très très fiers d'elle. On le sent en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais vraiment te dire un dernier mot pour clore cette émission. Ils le savent, hein, les auditeurs et téléspectateurs, j'ai toujours mon franc-parler. Voilà, je dis toujours ce que je pense. Voilà. Et je voulais aussi te remercier déjà d'être la marraine de Canet Insérer. Voilà. Et surtout, comme René l'a dit tout à l'heure, tu es une très belle personne. Voilà, je le dis vraiment, je le pense vraiment. Voilà, le milieu politique, je n'entrerai pas dans les sujets. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. Il y a beaucoup, comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup de promesses qui sont dites mais qui ne sont pas tenues. Tu ne m'as jamais rien promis, mais toi, le sens contraire, c'est que tu as toujours fait les choses. Et ça, je tenais vraiment à te remercier du fond de mon cœur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est difficile. Être entrepreneur, c'est pas facile tous les jours, voilà. Et tu es toujours là à nos côtés. Je voudrais faire aussi, parce que je suis ami avec le président des associations de France, je voudrais faire aussi une parenthèse. Tu t'es battu à nos côtés aussi, parce que j'ai aussi la chance d'avoir une radio locale depuis 20 ans qui me tient cher à mon cœur dans l'arrière-pays niçois, pour les radios associatives. Et tu t'es battu à nos côtés. Voilà, je tenais aussi à te remercier sincèrement, parce que voilà, tu as été là, tu trouvais ça pas normal qu'on touche plus le fonds de soutien, voilà, qui est très important. Et beaucoup de radios associatives franchement seraient tombées, sincèrement. Donc je tenais vraiment à te dire merci. Tu es quelqu'un de humble et voilà, et je tenais à le dire en tout cas sur le bassin canois, mais la terre entière, voilà, parce que on sait toujours se plaindre, comme je dis souvent, dire oui c'est pas bien, etc. Mais quand c'est bien, on le dit pas. Alors il faut le dire quand c'est bien, quand il y a des belles personnes. Et voilà, je tenais vraiment à te le dire parce que moi je suis basé sur l'humain, voilà. Moi je n'ai rien à prouver à personne, toi aussi tu n'as rien à prouver à personne. Et quand on est entre gens humains, sincères, qui aiment la vie et qui a en plus, même si tu dis que tu donnes pas ta parole, mais je sais que tu n'as qu'une parole et tu es quelqu'un de franc et de direct, et si tu peux le faire, tu dis oui, si tu peux pas le faire, tu dis non. Et moi je le dis, des gens comme toi, on en a besoin encore plus, vraiment. Et je le souhaite de tout mon cœur, je le dis vraiment à la télévision. Longue vie, et j'espère vraiment que tu iras encore plus loin ta carrière politique, tu le mérites franchement, et le monde peut-être tournera un petit peu mieux. Voilà ce que j'avais à dire, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors juste avant de conclure définitivement cette émission, on avait Ivan qui voulait faire un petit compte-rendu, une synthèse. Eh bien, merci Madame Borchio de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir partagé avec nous votre expérience au niveau local et national. Je pense que je parle au nom de tous les jeunes ici en disant que c'était extrêmement enrichissant cette rencontre avec vous
Et je pense qu'on a beaucoup appris de ce que vous nous avez dit. Donc je vous remercie. Merci à vous, ça me touche beaucoup. Voilà, on va vous laisser le mot de la fin. Ok, écoutez, Voilà. merci pour cette invitation, que j'ai acceptée évidemment parce que j'aime beaucoup les médias qui sont dirigés par Laurent Brochant. L'idée d'être en direct avec des étudiants et des jeunes, je me livre parce qu'en fait je n'ai pas honte de qui je suis et voilà, quand je ne peux pas répondre à une question, j'ai pas besoin qu'on me donne les questions à l'avance. Donc j'aime bien ce genre de petits jeux et d'émissions. Donc merci en tout cas pour toutes les questions que vous avez pu me poser, pour la pertinence et la sincérité de vos propos. Ça me permettra aussi, je garderai un bon souvenir de ce moment et ça me permettra aussi de continuer à travailler et d'entendre à travers les questions, j'entendais aussi les inquiétudes ou les certitudes des étudiants, donc ça me servira aussi. Je leur souhaite surtout une belle année avec un beau diplôme à la clé dans un merveilleux établissement. Vous avez la chance de pouvoir étudier dans de bonnes conditions, dans un pays où chacun peut s'épanouir, donc mesurez au quotidien cette chance. Et je vous souhaite bien sûr une belle fin d'année, un beau diplôme et puis une belle saison estivale. Merci beaucoup. Merci. À Merci, bientôt. merci. C'est donc la fin de ce nouveau numéro de Face aux jeunes, l'émission. On vous dit à bientôt. À très bientôt. Et on vous souhaite de très bonnes choses, une très bonne fin de journée. Restez donc sur les ondes de Cannes et Reims TV.